Salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est Version Française. Et aujourd'hui, on s'est expatrié à Londres pour voir si le fameux chic à la française marche aussi bien ici que partout ailleurs. Un petit creux, ça tombe bien, c'est l'heure du tea time chez Rose Bakery, au programme scone et autres douceurs. De Paris à Londres, la designer Dorothy Mellickson s'exporte et vient faire rayonner les savoir-faire français de l'autre côté de la Manche. Plus la peine d'attendre la Saint Patrick pour vivre un Paris à l'irlandaise. Voici 3 adresses pour porter le kilt. À Londres se cache une drôle de créatrice, Anne-Sophie Cochevelou. Tête de poney, jambes de barbier et Lego viennent enchanter ses créations. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Nostalgique londonien et fanat de la couronne d'Angleterre, accrochez vos ceintures. Bien garé sur un parking à Cergy-Pontoise, se dresse fièrement un authentique bus impérial qui n'a pas roulé depuis quelques années. Pour monter à bord du bus rouge, pas besoin de ticket, ce restaurant propose de la cuisine de saison avec des produits du coin. On s'y arrête très bien pour manger un fish and chips. Italien, français, mais surtout anglais, les jardins du monde parlent différentes langues. C'est aux abords du château de Fontainebleau que vous pourriez découvrir un jardin paysager à l'anglaise. Chemin tortueux, végétation faussement indomptée, rochers, statues et même rivières artificielles donnent envie de se promener dans ce décor bucolique. Sortir des sentiers battus, c'est sympa, mais les aventuriers urbains apprécieront aussi les pavés de la ville. Pour ne pas se perdre entre Big Ben et Westminster, Pénélope Bagieux a joliment illustré le guide Cartoville de la ville de Londres. On y retrouve des adresses cool pour manger des scones, la liste des musées intéressants et surtout une grande carte à déplier. Vous voulez faire baver la reine d'Angleterre, reposez tout de suite ce chapeau et regardez toute la vaisselle very British. Sur le site British Shop, vous pouvez trouver tous les styles de vaisselle anglaise. Du plat kitsch arborant un fier dindon aux mignonnes assiettes fleuries, il y en a pour toutes les tables et tous les goûts. Alors même si on ne vit pas tout le temps à l'heure du tea, ça donne envie. À Paris aussi, on sait vivre à l'heure anglaise et surtout à celle du thé. Bye bye pain au chocolat, bienvenue chez Rose Bakery pour qui cake, scone et autres muffins n'ont pas de secret. Tarte au chocolat, tarte au citron, pas très dépaysant. Que diriez-vous d'un carrot cake ou encore d'un cheesecake brownie? Pas besoin de prendre l'Eurostar, ces pâtisseries s'invitent depuis quelques années sur les tables françaises. Alison est chef pâtissière au restaurant Rose Bakery et ce n'est pas elle qui dira le contraire. Je trouve que de plus en plus, dans les pâtisseries françaises, certainement à Paris, on trouve les brownies, les cheesecakes, les cookies, les carrot cakes. Pour faire voyager nos papilles françaises grâce aux saveurs british, Alison a plus d'un gâteau dans ses livres de cuisine. Il y a plein de pâtisseries anglaises. Déjà, on est juste devant le crumble qui est classique, mais encore il y a les Eton Mess qui vient d'un village qui s'appelle Eton en Angleterre et c'est juste un mélange de meringue et chantilly et coulis de fruits. On fait un bread and butter pudding qui est typique en anglais. C'est le pain qui reste de l'abeille ou même il y a une semaine on laisse le pain, ça vient très sec et après ça s'est mélangé avec une espèce de custard qui est comme un appareil de crème brûlée, par exemple, avec des œufs, de la crème, du lait, un peu de sucre. Sans oublier le fameux cake anglais qui peut être aux fruits ou encore parfumé à la rose, so British. Si en France la pâtisserie se déguste en dessert, en Angleterre il y a des pâtisseries pour chaque heure de la journée, n'en déplaise aux gourmands. Pour les puddings, ça c'est plutôt mangé après le repas, où il y a les cakes, les 4 quarts, qui sont mangés à goûter. Je trouve que c'est plutôt ça. Et les tartes, j'imagine, c'est plutôt après le repas aussi. Mais ça se mange pendant toute la journée, si vous voulez, c'est possible. Et comment parler de la pâtisserie anglaise sans aborder les fameux scones? Ça tombe bien, la chef nous livre ses secrets pour des scones so British. Je fais un scone assez spécial aujourd'hui, c'est pas vraiment un scone classique ou un scone classique, on dit scone, pas scone. Un scone classique, ça c'est plutôt une variation de scone. C'est aux farines de seigle, farine tradition, et je vais rajouter un peu de noix de pécan et du chocolat. Pour faire ces scones, attention à votre accent les frogs. Il vous faut de la farine, du sucre non raffiné, du lait ribot, de la crème, de la farine de seigle, du beurre, des noix de pécan et du chocolat, ainsi que du bicarbonate de soude et de la levure chimique.
Dans un saladier, mélangez les ingrédients solides et rajoutez du beurre, puis malaxez pour incorporer. C'est très agréable de toucher, en fait, j'adore. C'est pour ça que je suis pâtissière. D'accord, Alison, peut-être que cette recette déclenchera des vocations. Ensuite, rajoutez les éléments liquides et mélangez encore pour former une belle boule de pâte. Et voilà. Désolé, chef, mais on n'aurait pas oublié quelque chose? J'étais trop là-dedans, comment ça, c'est la texture, etc. J'ai oublié de mettre les autres ingrédients. C'est bien ce qui nous semblait. Bon, ben, on fera 100 alors. Il ne vous reste plus donc qu'à découper à l'emporte-pièce vos scones avant de les mettre au four et de les déguster avec du beurre et de la confiture. Et oui, ils sont gourmands ces Anglais. Et justement, c'est l'heure du tea time, car si à Paris le brunch est roi, dans les salons de thé londoniens, l'afternoon tea est une tradition depuis le XVIIIe siècle. Ça a commencé en fait d'être quelque chose qui était comme le goûter pour les Français, qui peut aller entre le déjeuner et le dîner pour pas avoir un trop faim. Et ça, maintenant, c'est très élaboré. Mais depuis ça a commencé, ça montait et ça montait. Maintenant, il y a des petites pâtisseries sucrées et le salé et les scones. En fait, l'idée, c'est de le manger l'après-midi, peut-être à partir de 14h. Sauf que je crois qu'en dimanche, comme le brunch est très populaire, les gens commencent même un peu plus tôt. Ils passent quelques heures à la table avec leurs amis, la famille. Et pour déguster tous ces entremets, il nous faut du thé, my dear. Ce que j'adore pour l'afternoon tea, c'est normalement il y a une sélection de thé du monde. Et donc, selon votre humeur, vous pouvez choisir n'importe quel thé. Eh bien, God save the tea time. Après avoir fait vibrer le cœur de la capitale française, Dorothée Mellickson prend les rênes de l'Henrietta Hotel à Londres et y installe sa touch Frenchy, rencontre londonienne inspirante. Voilà une Frenchie qui laisse petit à petit son empreinte à Londres. Dorothée Mellickson est une architecte d'intérieur au succès grandissant qui a déjà officié à plusieurs reprises en terre british. L'Expérimental Cocktail Club, le Joyeux Bordel, la Compagnie des Vins Surnaturels et dernièrement le Henrietta Hotel ont fait appel à cette scénographe de la convivialité. Designer industriel de formation, c'est un peu par hasard qu'elle a découvert sa nouvelle vocation en 2009 lorsque ses amis de l'Expérimental Group font appel à elle pour assurer la déco de leur projet, le Prescription Cocktail Club à Saint-Germain-des-Prés. J'ai tout de suite adoré parce qu'il y avait cette partie fonctionnelle de penser à un bar à cocktail, des barman qui allaient bosser, comment est-ce qu'on leur faisait un outil de travail qui fonctionnait pour eux, de dessiner des meubles, d'une identité graphique, d'un style et surtout de faire un lieu pour des gens qui venaient s'amuser. Depuis, cet autodidacte passionné enchaîne les projets d'hôtels, bars et restaurants. Mais attention, quand vous confiez un projet à Dorothée et son agence, ils font tout de A à Z. De l'idée de départ à la typographie du menu, tout en suivant le déroulement des chantiers. Nous, on travaille sur l'expérience globale, l'histoire du lieu, la scéno, qui après va devenir la partie plan un peu plus technique, les évacs, la partie fonctionnelle, la partie stylistique, le design de mobilier, l'identité graphique. Et après, même les tenues des serveurs, la vaisselle, tout ça. Moi, j'aime bien tout l'ensemble et voir être garante, entre guillemets, du produit final. Le point commun à tous ces lieux qu'elle réinvente, ce n'est pas tant un style défini qu'une envie de créer des espaces où l'on se sent bien. Or, créer des espaces pour Dorothée, c'est raconter des histoires et au départ de chacune d'elles, des inspirations tirées directement du lieu lui-même. On raconte une histoire au début qui est importante, donc qui découle de l'immeuble, de l'architecture, du quartier. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça commence. Souvent, quand même, dans l'histoire, il y a quelque chose, n'importe quoi, un détail stylistique sur la façade, une époque, une couleur, et l'association d'idées par-delà. C'est très important pour moi que les lieux partent de quelque chose. J'aime pas particulièrement l'idée que les lieux soient transvasables. J'aime pas l'idée qu'un lieu soit identique à Paris, Londres, New York. Puis de l'agencement de l'espace aux plus petits détails, tout suit ce fil conducteur. C'est pourquoi elle en vient à dessiner elle-même des meubles en apprenant auprès d'artisans. Un moyen aussi de promouvoir leur savoir-faire. Ainsi travaille-t-elle par exemple le bois avec un ébéniste des Pyrénées, le marbre avec un marbrier anglais pour des pièces uniques et en harmonie avec les espaces qu'elle crée.
L'Henrietta Hotel ne déroge pas à toutes ces règles. Le point de départ de ce projet repose notamment sur les deux formes de toit du 14 et du 15 Henrietta Street. Des sortes de chapiteaux graphiques qui ont inspiré par exemple les formes des têtes de lit, ainsi qu'un univers antique que l'on retrouve dans certains détails. Autre source d'inspiration pour le rez-de-chaussée, Covent Garden, situé juste à côté de l'hôtel. Covent Garden était un ancien potager, donc j'ai repris cette idée-là donc dans les couleurs. On a dessiné des fresques au plafond qui sont très inspirées de l'univers végétal. Dans les tissus, on a fait des herbiers au mur, alors on les a fait nous-mêmes au bureau, on a fabriqué une presse. L'hôtel a ouvert il y a quelques semaines et Dorothée s'assure encore de certains ajustements. Les gens sont très satisfaits, sont très contents de voir l'attention aux détails qui a été portée. Ils ont également apprécié que tout soit designé par Dorothée. À quelques pas de là, Dorothée s'est également occupée de la Compagnie des vins surnaturels, lieu qu'elle a aussi designé à Paris et New York. Cette fois-ci, elle s'est inspirée de la forme triangulaire de la place où il se situe et des couleurs vives du quartier Neal's Yard, un ancien quartier hippie. Bref, les inspirations de Dorothée sont partout, notamment dans les brocantes et les puces. Ce jour-là, elle se rend au Alphys Market en quête de nouvelles idées. Là, on est au Alphys Market sur Church Street à Marylebone, qui est un marché d'antiquités avec une partie couverte et qui est un lieu où je suis pas mal venue pour chiner des petits seaux à champagne, des miroirs, pas mal de petits accessoires pour la Compagnie des vins et aussi pour l'expérimental Cocktail Club à Chinatown. C'est quand même une source d'inspiration sans pareil et c'est aussi souvent un moyen de voir aussi un peu les tendances. I love it. Bit expensive, but I love it. Entre Paris, Londres ou encore New York, Dorothée ne s'ennuie jamais car son métier est en perpétuelle évolution et ça lui plaît. C'est absolument pas figé en termes d'expérience, c'est une expérience qui évolue tout le temps. Mes nouveaux clients de demain et les 25 ans n'ont pas la même culture que moi, pas les mêmes attentes, pas les mêmes manières de voyager. Airbnb a beaucoup changé notre métier aussi, ça change tout le temps et c'est assez génial. Instagram a énormément changé mon métier aussi. Les gens Instagramment tous les petits détails, donc c'est vrai que nos clients du coup sont beaucoup plus demandeurs de détails, de choses instagrammables entre guillemets. Donc nous c'est génial, on peut vraiment se faire plaisir sur des petits trucs, c'est passionnant parce que ça ne s'arrête jamais. En vrai ou sur Instagram, Dorothée n'a pas fini d'enchanter les intérieurs de Londres, de Paris ou d'ailleurs. Bonjour Dorothée. Bonjour. Dorothée, une petite parenthèse. Il y a 2-3 ans, vous étiez dans notre rubrique de version française La Relève, rubrique pour jeunes talents. Aujourd'hui, vous nous accueillez à Londres. Entre-temps, vous avez reçu le prix Maison Objet pour meilleur designer de l'année 2014-2015. Tout va toujours aussi vite dans votre vie? Oui, c'est vrai que les choses se sont beaucoup accélérées ces derniers temps et ma nomination à Maison et Objet a été probablement le facteur de toute cette accélération. J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup d'attention et c'est vrai que j'ai fait pas mal de projets d'hôtels depuis et qui ont été des choses assez différentes. L'hôtel Panache, l'hôtel Bachaumont, le Grand Pigalle Hôtel et aujourd'hui l'hôtel Henrietta. Dans votre entourage, il y a un mot qui revient très souvent, convivialité. Dans vos lieux, c'est quelque chose qui est très très important. Oui, j'aime bien l'idée que les gens sortent pour se détendre. J'aime bien l'idée de sortir pour rencontrer des gens. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et j'essaie de faire en sorte que cet échange soit facilité. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé au tout début dans les bars à cocktails, je mettais des fauteuils de conversation, mais inversés. Donc, en fait, les gens n'étaient pas ensemble, mais en fait, étaient assis dans le même fauteuil et se retrouvaient du coup à mélanger leurs conversations. J'ai vraiment toujours tout fait pour forcer un peu la conversation et les gens à échanger. Et voilà, j'aime bien cette idée-là. C'est aussi pour ça que vous avez créé beaucoup d'hôtels, bars, restaurants, et pas tellement de particuliers. J'en ai jamais fait même, à part le mien. Mais non, j'en ai jamais fait. On dit toujours que c'est la même chose. Moi, je considère que c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'un appartement s'adresse à une personne, donc à un goût, alors que faire un lieu public, entre guillemets, c'est un lieu qui est là pour plaire à des centaines de gens. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans les hôtels, et c'est pour ça que j'en fais de plus en plus, c'est qu'on a vraiment des niveaux différents. Les chambres, on est vraiment dans l'intime, donc on s'adresse à une personne, un individu ou deux individus. Mais du coup, dans le sens du détail, dans le travail, on en parle de la robinetterie, dans tous ces éléments-là, on sait que c'est une personne qui va avoir un temps donné dans cette chambre, qui va tout ouvrir, tout regarder. Et après, il y a la partie publique de ces gens qui vont descendre de leur chambre, aller prendre un petit déjeuner, potentiellement déjeuner, dîner, et rencontrer d'autres gens. Et toute cette idée aussi dans ces parties publiques de ramener les locaux. Moi, j'aime bien l'idée, là où on est à Londres, de se dire que les gens de Covent Garden vont venir déjeuner ici, se mélanger avec les gens de l'hôtel. Alors, vous avez appris
entre autres, votre métier d'architecture d'intérieur avec des artisans français, des petits artisans d'art, des ébénistes, des menuisiers, ainsi de suite, qu'aujourd'hui vous prenez et vous exportez ce savoir-faire français partout dans le monde. Ouais. C'est assez extraordinaire. J'ai, comme vous le dites, cherché au tout début à essayer de trouver des artisans, des tapissiers, alors sur les salons, sur les trucs. Et je leur disais, bon ben voilà, j'aimerais dessiner un fauteuil, un canapé, mais je ne sais pas trop comment on fait. Est-ce que vous pouvez me montrer les process, comment sont les carcasses, les mousses? Donc j'ai appris avec eux au fur et à mesure. Et je leur suis restée assez fidèle, et eux aussi. Et on continue à travailler ensemble. Je travaille avec des ébénistes, notamment un ébéniste que j'adore, un vieux monsieur dans les Pyrénées. Au début, je voulais faire de la marqueterie pour Bachaumont. Et donc je dis, voilà, je dessine quelque chose, je lui explique comment je vais faire. Et il me dit, ah, mais ça ne marche pas du tout comme ça, la marqueterie. Ah, je lui dis, ah bon? Et donc il m'explique les essences de bois, les trucs, comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai tout redessiné avec lui. Et c'est voilà, hyper intéressant pour moi, ce que j'apprends. Et du coup, après, quand je fais des projets à l'étranger, naturellement, j'amène tout ça avec moi. Dans le sujet qu'on a fait sur vous il y a deux ans à peu près, vous avez dit que votre rêve, c'était de décorer un bateau. Oui. Vous rêverez de faire un bateau. Mais j'ai dit plein de choses. Un bateau, un hôpital aussi. À un moment, je me disais que c'était aussi hyper intéressant de travailler là-dessus. C'est des espaces très contraignants. Mais justement, du coup, où la création a vraiment son sens. Franchement, j'aimerais faire tellement de choses, même une prison. Je réfléchissais, moi je me dis une prison, c'est dingue, c'est tellement rien avec des jeux de couleurs. En fait, on pourrait faire en sorte que ce soit moins glauque. Et je pense qu'il y a énormément de choses à développer. Enfin, on voit les stations de métro, c'est d'une grande créativité, c'est ça qui est génial. Il y a beaucoup d'autres domaines où ça manque quand même cruellement. Donc, heureusement, vous êtes là, Dorothée. Merci beaucoup. J'espère. De l'autre côté de la Manche, il n'y en a pas que pour les Anglais. Détour du côté de l'Irlande, peur de l'avion ou mal de mer, pas de souci, voici 3 adresses parisiennes pour ressentir le charme Irish. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, un pari pour les Irlandais. Culture, mode, danse, préparez-vous à plonger au cœur des trésors cachés irlandais de la capitale. Si la Saint-Patrick est devenue une vraie tradition en France, il existe également à Paris un certain nombre d'adresses qui célèbrent tout au long de l'année la culture irlandaise. Érigé au XVIIIe siècle, ce centre culturel a aujourd'hui vocation à favoriser les échanges entre la France et l'Irlande. Malgré la restauration de ses bâtiments entre 1997 et 2002, le centre culturel irlandais abrite toujours des vestiges à l'image de la bibliothèque patrimoniale. Pas moins de 8000 ouvrages anciens y sont conservés, des textes philosophiques et théologiques, ainsi que des manuscrits médiévaux tels que les livres des psaumes et des prières. Dans la médiathèque, les amateurs de culture irlandaise ont l'embarras du choix. Livres de poèmes, CD, DVD, on ne saurait vous donner de la tête. Quant à la chapelle Saint-Patrick, celle-ci fut originellement conçue pour la pratique religieuse de la communauté collégiale irlandaise. Des messes y sont désormais organisées, ainsi que des concerts ou des séances de lecture. Alors après cet instruit, direction une deuxième adresse qui devrait intéresser les plus fashionistas d'entre nous. Bienvenue dans le temple de la culture celtique et plus précisément dans la maison du kilt. Car oui, les Écossais ne sont pas les seuls à porter la jupe du guerrier viking. Les Irlandais en sont également des adeptes à certaines occasions, comme lors des mariages. Le Irish National, kilt de couleur verte et safran, est ainsi le tartan le plus porté par les Irlandais. Chaque couleur représente l'appartenance à un clan spécifique, en signe de reconnaissance, mais également la consécration du statut de l'homme. Toute une philosophie. Il y a quelque chose d'extrêmement viril, il y a quelque chose d'extrêmement culturel, c'est une carte d'identité. Chaque tartan correspond à quelque chose, une famille, un clan, un événement, une association, une nationalité. Donc c'est vraiment l'affirmation de sa culture, c'est presque spirituel le port d'un kilt. Le kilt, terme d'origine danoise, a d'abord conquis l'Europe avant de débarquer en Irlande. Et parce que chaque pays ou région possède son propre tartan, l'ensemble des kilts faits sur mesure proviennent directement de leur nation d'origine. L'Écosse, l'Irlandais, bon, ils se disputent souvent, mais ce sont des peuples frères. Et donc cette culture un petit peu des tartans, elle a eu lieu sur les deux faces de ces pays-là. En sachant par exemple que le peuple scot, qui a peuplé l'Écosse, est un peuple d'origine irlandaise. Plus qu'un accessoire de mode ou un délire folklorique, nous on préconise le kilt pour tous.
Après cette pause fashion, que diriez-vous d'un cours de danse traditionnelle irlandaise? Pour cela, direction un studio de danse situé dans le 10e arrondissement de Paris. C'est en association avec sa mère que Nina Ba décide en 2011 de créer l'association La Cadence en vue de rendre accessible à tous la danse irlandaise. Une fois vos hard shoes ou soft shoes enfilés, le plus gros du travail se fait dans les jambes, mais pas que. On utilise le haut, nous, ça se voit pas, mais on est très gainé en haut. Après, les bras restent principalement le long du corps. Pour les entraînements, pour les spectacles, on est un petit peu plus libre. On part sur jambes tendues, demi-pointe de pied, et on atterrit dans la mesure du possible de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amorti. La difficulté de cette danse réside surtout dans les rythmes irlandais très particuliers qui nécessitent une bonne condition physique. Malgré cela, elle ne cesse de faire de nouveaux adeptes. C'est une discipline qui commence à être de plus en plus connue grâce à tous les spectacles qu'on voit chaque année, comme Riverdance, Lord of the Dance et tout ça. Donc je pense que ça se développe beaucoup. Ce qui nous manque un petit peu, c'est les garçons. Voilà. On n'a pas beaucoup de garçons, mais comme dans beaucoup de danses, malheureusement. Alors en bon apprenti irlandais, on sort du pub, on enfile le kilt et on vient danser. Dinosaures, poneys en plastique, tête de poupée, non, vous n'êtes pas à la garderie, mais bien dans l'univers fou, rétro et coloré de la créatrice Anne-Sophie Cochevelou. La Frenchie de Londres n'a peur de rien. Coloré, créatif, théâtral, pailleté, ludique, décalé, les adjectifs ne manquent pas pour décrire l'univers foisonnant d'Anne-Sophie Cochevelou. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette jeune créatrice de mode installée à Londres depuis 2012 est tout à fait à l'image de son univers. J'ai toujours eu une passion pour créer des choses. Enfin, toute petite, je faisais beaucoup de bricolage. Et aussi, j'aimais beaucoup les soirées déguisées. Je passais beaucoup de temps sur mes costumes. Il fallait que j'aie les meilleurs costumes. Même parfois, il y avait des soirées qu'on décalait si jamais je pouvais pas. Et oui, sans Anne-Sophie, la fête est moins folle, puis sa passion est devenue son métier. Après un parcours académique littéraire à Paris, Anne-Sophie a suivi un master à la St. Martin's School of Art and Design, prestigieuse école d'art et de mode londonienne. L'occasion de mettre une technique plus pointue au service de son imagination débridée. Depuis 2013, elle s'est lancée en tant que freelance, crée des costumes et des accessoires en tout genre et y associe souvent des performances artistiques. Pour exprimer sa créativité librement, le choix de rester à Londres lui a semblé évident. Dans le train, on peut avoir une petite grand-mère très BCBG à côté d'un punk sans que ça ne pose aucun problème à personne. En fait, il y a ce respect de la différence, de l'espace personnel, sans qu'il y ait d'agressivité. Et voilà, et moi qui aimais déjà porter de la couleur, m'habiller de manière un peu plus excentrique, déjà, je me suis tout de suite sentie très bien. Et c'est vrai que j'ai plus d'opportunités, de clients à Londres qu'à Paris. Anne-Sophie crée ainsi un art portable dans un univers multicolore et hétéroclite où se croisent des têtes de poney et des jambes de Barbie. C'est des choses joyeuses qui sont souvent liées à l'enfance, donc j'utilise beaucoup de jouets, des choses aussi qui créent le lien entre les gens, la conversation. Et quand les gens voient mes costumes, c'est ça me met de bonne humeur. Pouvoir créer une énergie positive, c'est quelque chose de très gratifiant. Initiée dès son plus jeune âge à l'art de chiner, Anne-Sophie continue d'arpenter régulièrement les brocantes et les puces pour y trouver des idées et donner une nouvelle vie à des objets délaissés. Là, ici, il y a toutes les têtes de poupées. Là, il y a les plumes. Là, en dessous, on a les Legos. Là, j'ai les animaux de la ferme. Là, j'ai les dinosaures. Je pense que c'est une éducation, le fait de ne pas jeter, le fait que quelque chose qui est inutile puisse faire le bonheur de quelqu'un. Dans un monde où les ressources sont limitées, où il y a quand même un problème avec la fast fashion. Pour moi, c'est des trésors vraiment inestimables, en fait. Car voilà, pour ses créations personnelles, tout part de ses petites trouvailles. Je ne sais jamais ce que je vais trouver, donc je ne sais jamais ce que je vais créer à l'avance. Donc je trouve un objet, ça va m'inspirer une création. Par exemple, ses poches à glaçons flamants roses ornent sa tenue du jour et ses petits canards, cette robe brillante. Si je n'étais pas tombée dessus, cette robe n'aurait jamais existé. Mais la jeune créatrice travaille également beaucoup sur commande, qu'on lui demande une robe de mariée qui sorte un peu de l'ordinaire ou qu'une grande marque de chocolat fasse appel à elle pour mettre en valeur son nouveau packaging à travers 4 robes.
Ça permet de travailler avec l'identité d'une marque et de révéler la créativité de cette marque. Et aussi une marque donc, qui est dans l'alimentaire, qui crée des chocolats, d'en faire un projet de mode. Par exemple en utilisant les rubans qui sont sur les boîtes de chocolat, aussi en utilisant les papillotes. Je suis en train aussi de créer des accessoires qui reprennent leur chocolat de présentation. J'aime bien créer une mode qui mobilise d'autres sens en fait que la vue. Je crois que j'aime vraiment mon job. Pour couronner le tout, la photographie prend une part énorme dans le travail d'Anne-Sophie et c'est un fantastique moyen de mettre en valeur ses créations. Associée au photographe Anthony Laïcette, elle multiplie les shootings qu'elle partage en masse sur les réseaux sociaux. Leur projet commun Into the Wild, qui associe ses costumes démesurés aux sublimes paysages britanniques, en est l'expression la plus aboutie. Bref, après la robe homard, œuf au plat ou popcorn, on a hâte de voir sa prochaine invention. Car c'est sûr, sans Anne-Sophie, la vie est moins folle. La version française est déjà terminée. J'espère que cette escapade british vous a plu. Nous, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!